inviter à accueillir une des voix les plus influentes des relations économiques entre le Maroc et l'Afrique. Il est managing partner de Forvis Mazars. Il est président de la commission Afrique de la Confédération générale des entreprises marocaines. Il accompagne depuis plus de 20 ans les grandes transformations des entreprises et institutions marocaines et du continent. Bienvenue à Abdou Diop. Merci beaucoup de nous faire l'honneur de rejoindre ce panel. On te prie de t'installer, cher ami. Et je vais également inviter la deuxième panéliste, la troisième panéliste de cette ouverture. Elle est entrepreneure et dirigeante engagée entre l'Europe et l'Afrique. Elle porte une vision profondément tournée vers l'investissement, l'innovation et les ponts économiques. À travers ses différentes responsabilités, elle défend une approche de leadership fondée sur l'impact. Mesdames et messieurs, Rosa Canadas, sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Merci Rosa de nous rejoindre. Le panéliste suivant que j'appelle est un dirigeant marocain reconnu pour son parcours à la croisée du sport, du tourisme et du business. Après un début de carrière chez Procter & Gamble, il participe à la stratégie Vision 2010 du ministère du Tourisme. Et aujourd'hui, il est une figure emblématique du Raja Club. Bienvenue Jawad Ziyad. On va également appeler à nous rejoindre le directeur de LTA Innovation Center au sein de l'Africa Business School de l'UM6P. Il travaille sur les grandes dynamiques de transformation, d'innovation et de leadership en Afrique. À travers ses travaux, il explore comment les organisations africaines peuvent anticiper les mutations technologiques, économiques et humaines pour construire des modèles agiles et durables. Bienvenue Mohamed Amin Bilmileh. Bienvenue. Vous avez compris, le mouvement reste au cœur de cet événement. Donc merci pour les musiques, mesdames. Et pour piloter cette discussion, j'ai le plaisir d'inviter celle qui est partenaire chez Kearney. Elle accompagne les grandes organisations dans leur transformation stratégique, organisationnelle et humaine. Et son regard croise enjeux business, leadership et transformation des modèles dans un contexte mondial en accélération permanente. Mesdames et messieurs, Manal El-Kara, sur vos applaudissements. Avant que je puisse vous donner la parole, mesdames et messieurs, j'aimerais vous inviter, si ça ne vous embête pas, à rejoindre les premiers rangs qui sont vides. Et on a changé un peu de fauteuil cette année. D'habitude, on vous fait des fauteuils sans assise pour que vous soyez plus prompts à bouger. Donc si vous voulez bien nous rejoindre, on serait ravis de vous avoir devant. Merci. Bonjour tout le monde, on m'entend bien? Hello. Good morning. Alors je vous remercie encore une fois d'être avec nous aujourd'hui. On va essayer de passer une super belle heure ensemble, de discuter un petit peu de ce qu'on a vu, de ce qu'on n'a pas vu, de ce que nous pensons être le cas. Écoutez Samuel, ce que tu viens de dire est un petit peu au cœur de toutes les discussions aujourd'hui, de ce qu'on est en train de voir. Mais ce qui me retient le plus, c'est que tu n'as pas parlé une seule fois de l'IA. Tu as parlé de comment nous sommes en train de changer. Donc je me demande un petit peu si c'est vraiment le futur du travail ou plutôt le futur de nous. C'est peut-être la discussion qu'on essaiera d'explorer un peu plus ensemble, de voir comment on évolue dans cette thématique-là. Donc aujourd'hui, un petit peu se basant sur toutes ces discussions que tu as eues avec 300 pionniers, beaucoup de pays, beaucoup de personnes, est-ce que tu es en train, si tu regardes tout le monde, comment tu vois la différence entre ce qu'on enseigne aujourd'hui et ce que le futur semble vouloir? Comment est-ce que tu vois les compétences? Est-ce que les écoles nous forment pour le travail? Tu viens de dire que probablement pas. Mais comment est-ce qu'on est préparé pour ce Future of Work? Eh ben, je crois qu'on est mal préparé, en tout cas dans l'éducation telle qu'on l'a, mais la bonne nouvelle, c'est qu'on a tous à notre portée la possibilité de s'y préparer par soi-même. Effectivement, c'est vrai que tu l'as dit, j'ai pas parlé d'intelligence artificielle, peut-être pour qu'on en garde aussi sous le coude pour notre conversation tous ensemble. Mais c'est vrai, alors je pense que c'est pas nouveau, ce désalignement entre l'éducation et le travail aujourd'hui. C'est pas l'IA qui l'a créé, il était déjà là, ça
ça fait déjà un bon moment qu'on observe que, en fait, il n'y a aucune formation qui prépare complètement. La vraie première école, c'est le premier métier. Et on apprend, j'entendais chez Forvis Mazars, on n'apprend pas à faire de l'audit, de la comptabilité à l'école. En réalité, on a des bases. Et puis ensuite, c'est véritablement l'entreprise qui est la première école qui va faire monter en compétences pour pouvoir être efficace sur ce qu'on a envie de faire. Et en fait, mon pari, c'est de dire qu'il y avait déjà un décalage qui était important, mais avec l'IA, il devient tel qu'on va devoir repenser l'éducation parce qu'on n'a plus le choix. On était dans un monde dans lequel on apprenait à apprendre, on apprenait à avoir des compétences, avoir des connaissances, pouvoir ressortir ces connaissances. Aujourd'hui, ce qui est important, c'est l'agentivité. C'est avoir du goût, c'est avoir de l'esprit critique, c'est être capable de faire de l'architecture de processus, de pouvoir ensuite se dire, OK, je mobilise des personnes, je mobilise des agents IA, je fais travailler ces personnes, ces entités ensemble, parfois séparément, parfois ensemble. Et en fait, je suis capable de mixer parce que j'ai en tête, moi, l'objectif final. Et je sais exactement ce que je veux construire. Mais le fait de connaître, c'est plus forcément ça qui est essentiel. Or, les formations nous apprennent à connaître. Donc ce qu'il nous faut, c'est développer cette agentivité, c'est développer cette capacité à organiser le travail, à manager le travail. Et c'est ça qu'on n'apprend pas dans les écoles, qu'on apprend que sur le terrain, qu'on apprend que en faisant, qu'on apprend avec des mentors, avec des boucles de pairs, des feedbacks constants, avec l'exercice de la réalité, de la vie, du travail. Et les meilleurs pionniers, ce sont ceux qui sont capables justement de se dire, OK, on a appris des trucs, mais on se rend compte que c'est pas ça qui était important. Ce qui est important, c'est de partir de la réalité, le travail réel, le terrain, et de se dire, OK, peu importe ce que je lance comme programme de management, de formation, de compétences ou d'IA, OK, il ne faut pas tomber amoureux du processus ou de la technologie. La réalité, c'est, OK, pourquoi est-ce que j'ai besoin de ça? Est-ce que j'ai besoin de ça pour améliorer le bien-être, la performance? Et si oui, qu'est-ce qui se passe dans le quotidien de cette personne-là? Et alors, une fois qu'on sait ça, ensuite, on essaie de l'améliorer, mais pas avec des grandes théories, avec la réalité du terrain. C'est assez impressionnant. D'ailleurs, Abdou, je vais rebondir un peu sur ce que Samuel a dit. Samuel est en train de voir ça de plusieurs points de vue. Toi, tu es en train de sillonner l'Afrique du Nord. Tu connais un petit peu les habitudes. On vient de parler maintenant de est-ce que ça va changer quelque chose pour nous? Mais est-ce que tu vois ces décalages aussi entre les consultants, les clients, les gens qui travaillent en général? Est-ce que c'est les mêmes besoins ici, là-bas? Comment tu vois les choses? Oui, merci. En tout cas, déjà, un réel bonheur d'être là. C'est très rafraîchissant, cet espace, cette énergie. Et je pense que ça fait partie du Future of Work, puisque aujourd'hui, même les espaces de travail, on commence à les aménager de cette manière. Je sais que moi, j'ai beaucoup de gens qui travaillent sur le rooftop parce qu'ils préfèrent être sur des espaces assez particulier. Ça fait aussi partie du Future of Work. Avant de répondre, je rebondirai sur ce que disait Samuel. Je pense que, en fait, aujourd'hui, au-delà de l'école, l'entreprise, le premier socle de formation, pour moi, c'est ni l'école, ni l'entreprise, c'est la société, c'est la base, puisqu'effectivement, l'IA n'est que révélateur aujourd'hui d'une réalité. C'est que on a tellement concentré les formations sur le savoir que progressivement, on s'est rendu compte que finalement, les besoins des entreprises ont évolué. Le savoir se commoditise et c'est ce que fait l'IA. En fait, c'est de commoditiser le savoir. On a besoin donc de savoir-être et de savoir-faire et de comportement, de valeurs. Et ça, effectivement, l'entreprise complète, mais le vrai socle, c'est toute la société. C'est comment on a été éduqué, comment on a été formé au-delà de l'école. Et ça, pour moi, c'est des choses qu'on n'apprend pas à l'école. C'est la vie qui nous l'apprend. Après, l'entreprise peut venir formater. Et aujourd'hui, on se trouve, quand on parle de décalage, on se trouve un peu pris entre deux mondes où, effectivement, il y a encore une partie du monde du travail qui vit sur le savoir, parce que c'est vrai que beaucoup parlent de l'IA, mais la réalité, c'est que l'IA nécessite des infrastructures, de la formation, beaucoup de choses. Donc on peut avoir des consultants qui sont complètement IA native et autres, mais si le client en face est une organisation qui n'a pas l'architecture qu'il faut, qui n'a pas, finalement. Donc aujourd'hui, on se retrouve un peu à la croisée de ces chemins où ces deux mondes sont face à face, parce qu'il y a un monde qui continue à être sur le savoir, mais il y a toute une société qui évolue sur le savoir-être, les valeurs. Et ça crée un paradoxe, parce qu'effectivement, on parle souvent
de taux de chômage, etc. Mais moi, en tant que recruteur, je ne trouve pas du monde à recruter. J'ai un vrai problème. Ça veut dire qu'il y a un décalage entre ce que produit justement le système et ce dont on a besoin concrètement. Et c'est là où se trouve le grand défi, et c'est aussi le défi du Future of Work, c'est comment on arrive à transformer toutes ces énergies, toute cette jeunesse à la situation actuelle où on a besoin d'avoir plus de savoir-être, plus de savoir-faire et plus de capacité et d'agilité à s'adapter aux environnements. Et ça, c'est notre grand défi. Et je pense que aujourd'hui, on se trouve vraiment dans le paradoxe où le système éducatif essaye de s'adapter, mais ne va pas suffisamment rapidement. Donc, on est obligé d'avoir d'autres alternatives pour pouvoir justement adapter nos nouvelles recrues à ce dont on a besoin. Et c'est ce qui fait que, oui, souvent les gens te disent l'IA va disrupter, l'IA va faire disparaître. Moi, non, l'IA ne va que permettre d'optimiser le temps nécessaire le temps disponible pour l'utiliser dans des choses à valeur ajoutée, dans de la réflexion, dans de l'accompagnement. Aujourd'hui, je le dis, des exemples très classiques. Hein. Avant, effectivement, quand on a un consultant en droit, on avait besoin qu'il maîtrise les textes juridiques, on avait besoin qu'il ait la jurisprudence, qu'il puisse très rapidement agir. Aujourd'hui, l'IA lui permet de l'avoir rapidement. Mais l'IA ne va pas donner les éléments qui lui permettent de plaider un dossier et d'avoir les éléments sensibles sur lesquels il peut gagner son dossier. Donc, il faut qu'on ait un nouveau formatage de nos profils pour leur permettre justement de pouvoir être flexible, de pouvoir s'adapter, de pouvoir être celui qui comprend, qui la lecture des signaux faibles et qui puisse accompagner l'entreprise. Mais encore une fois, la société est aussi un élément essentiel dans la formation et dans l'adaptabilité de ces jeunes pour le Future of Work. Merci Abdou. Enfin, ce que j'entends dans ce que tu dis, c'est qu'il y a déjà des fondations, quelque part. On va en parler un petit peu plus tout à l'heure. Mais ce que j'entends aussi, c'est que malgré l'IA et avec l'IA, il nous manque des gens. Il manque des gens. Il manque beaucoup de choses. Ce n'est pas juste la compétence qui manque, mais aussi les gens qui vont être un groupe de compétences. Et Rosa, vous êtes tangéroise espagnole et vous voyez les flux, vous travaillez dans la finance, dans les fonds d'investissement, vous voyez les flux passer, mais surtout des flux et des capitaux. Qu'en est-il en fait des flux qui sont un peu plus humains, dans les compétences humaines? Comment vous voyez ces flux, l'arrivée de ces flux en Afrique, l'arrivée de ces compétences et la sortie peut-être en même temps? Bon, je dois dire que nous avons un angle mort. Et quand tu disais que je vois les flux de capitaux, ça afflue pas tellement non plus, il faut dire, non. Mais bon, je pense que nous investissons parfois massivement dans l'IA sans savoir même pas à quoi ça va nous servir. Et quand je regarde un peu, j'ai regardé avant de venir quels étaient les taux d'investissement dans les transformations technologiques et dans le capital humain. On a 80% des entreprises, 80% des budgets des entreprises qui vont à technologie IA. Et par contre, il n'y a qu'un 20% qui va dans la transformation des talents. Non. Donc déjà, nous avons un gap là très important et bon, il va falloir faire quelque chose dans ce sens parce que la technologie va très vite, mais la formation de talents est beaucoup plus lente. Non. En ce qui concerne la circulation des talents, c'est vrai que l'Europe commence, je ne vais pas dire qu'elle s'est déjà rendue compte, mais qu'elle commence à voir qu'elle a besoin de talents. Et l'Afrique a besoin de capital. D'accord ? Et donc, il faut que les deux se rencontrent, mais que les deux aillent en même temps. Parce que, comme j'ai dit, ce n'est pas vrai que les flux de capitaux vont aussi vite qu'on le dit. Donc, il faut qu'il y ait une rencontre entre ces deux flux, flux du talent et flux du capital. Et pour revenir un peu à ce que Abdou disait, c'est vrai que maintenant, avant, la valeur économique était liée beaucoup plus à l'information, à tout ce qui était cette analyse, benchmark, tout ça, mais que maintenant, la technologie peut faire. Mais par contre, il y a un point qui est très important, c'est cette adaptation à l'incertitude qu'on a alors. Et je pense que les Africains sont beaucoup plus préparés
pour affronter cette incertitude que le sont les Européens ou les autres. Et donc c'est ça une valeur qui vraiment, il faut qu'elle soit mise en avant. Parce qu'ils sont, dus à cette incertitude, ils sont beaucoup plus créatifs. Ils sont plus des merdards, pour le dire d'une façon claire, non, que le sont les Européens. Donc, il faut essayer de faire matcher ces deux mouvements. Et je pense que l'Europe doit commencer à penser plus à des mouvements de talents qui viennent et à venir chercher du talent, parce qu'il y a beaucoup de talents, et il y a beaucoup de talents au Maroc et dans le reste de l'Afrique. Et qu'elle commence à se rendre compte que c'est là qu'il faut aller chercher. Merci beaucoup. Enfin, ce que je continue à écouter, c'est un petit peu la société va jouer son rôle. On n'est pas à la recherche de l'IA et l'argent, les investissements sont là. En fait, ce qui me retient, et je pense aussi va nous aider à faire un petit peu d'introspection, c'est cette partie d'où on ne parle plus vraiment que du travail, on parle vraiment de la société, on parle de nous-mêmes. Et ce qu'on a choisi de faire aujourd'hui, et je vais demander à la régie de nous préparer quelque chose, je veux partager avec vous un petit peu cette partie que j'ai pensée pourrait être très intéressante, c'est qui sont les gens qui en fait ont travaillé tous les jours à leur transformation, à la transformation de leurs propres capacités et d'eux-mêmes. Donc là, je rejoins un petit peu le mouvement, les sportifs qui, eux, sont aussi au cœur de ce mouvement. Et j'aimerais bien partager avec vous quelques vidéos sur ces sportifs-là qui sont les greatest of all times et comment ils ont fait en fait pour travailler sur eux-mêmes et donc se transformer. Régie? I was kind of driving it by instinct. And I was in a different dimension. I was like in a tunnel. Well beyond my conscious understanding. Some moments when I am actually driving just detach me completely from anything else. I swam blind for 175 meters out of a 200 fly. I was taught at a very young age just to visualize. So for me it was visualizing a race. It's how I wanted it to go, how I didn't want it to go, and how it could go. So in 2008 when my goggles filled up with water, I was relaxed because I reverted back to what I did in training. So you were swimming blind? I swam blind for 175 meters out of a 200 fly. Won gold and broke the world record. I mean, you were so dominant in your whole career, one of the greatest of all time. Was there a weakness that you had? Or did you, because obviously you're always trying to master your weaknesses so they became strengths, but did you, at the end or towards the end, did you ever feel like, gosh, I still haven't mastered this one part of the game? The challenge for me was always compassion and empathy. Because you're like, guys, let's go. Get results. Shut up. Don't complain, right? I don't want to hear your whining. I don't want to hear it. No excuses. Don't tell me how rough the water is. Just bring the boat in. You know, I don't want to hear it. You know, and it's that's funny. It's understanding like, okay, these guys have lives outside of here. They have other things happening. Have other things happening to them that may be affecting the way that they're practicing or the way that they're performing. Right? And it was hard for me to understand that because nothing bothered me. You know, anything personally, that never fazed me when I played. You compartmentalized it very well. So I couldn't understand how my teammates couldn't do that either until so I had to really work on that aspect of it. That's hard. Yeah, it so is. Did you feel like you never really had the compassion you wish you would have had? Like until the last maybe couple of years?
Yeah, so I think about '09 things started changing for me. Okay. I started really making a conscious effort to better understand. And that doesn't mean, you have compassion and empathy so you go soft on them. It's more like you put yourself to the side and you put yourself in their shoes. But I chose the 400 hurdles, which is an event with 10 obstacles. And every hurdle, it's a hurdle of life. So I kind of took my event, my race, as a school of life. It teaches you so many things: resilience, determination, passion. It teaches you so many values about the sport. And then it teaches you also to say to yourself, although sometimes it's embarrassing to say to yourself, I am the best, I am number one, I have to win because I must win. Merci. Il n'est pas facile de continuer la discussion après les 4 greatest of all times. Hein. C'est pas vraiment facile, mais ce que je voulais essayer de partager, c'est que ces 4 personnes ensemble, elles représentent un petit peu des choses que peut-être justifient qui nous sommes. D'abord, il y a le mental, sans doute, façon de regarder le mental comme étant automatique. Il y a des choses automatiques que Ayrton Senna faisait. Ensuite, il y a le corps, aussi des choses automatiques que Phelps avait dû faire après la visualisation. Ensuite, avec Kobe Bryant, qui lui, peut-être devait parler de basketball, il a parlé de sa plus grande faiblesse, comme il l'appelle, qui n'est pas vraiment une faiblesse, qui est la compassion et l'empathie, une affaire de cœur. Et finalement, avec Nawal Moutawakil, on parle un peu plus de ce que nous avons dans l'âme, les valeurs que nous construisons autour de tout ça. La vraie question, et là je me retourne vers toi Amine, c'est de se dire, bon, est-ce qu'on peut reproduire soi avec l'IA ? Alors, ce qui est intéressant dans les vidéos que tu as présentées, c'est ce qu'un auteur comme Csikszentmihalyi Mihaly parle de psychology of flow. Il parle de l'état du flow, cet état comme si on est suspendu et tout est fluide. On est en interdépendance entre notre intériorité, nos ressources cognitives, émotionnelles, morales et l'environnement. Voilà, et d'autres comme Abraham Maslow parlaient de peak experiences. Les personnes qui arrivent à des performances exceptionnelles à un moment donné se subliment. Mais l'intelligence artificielle, elle va se substituer à quoi ? Déjà, est-ce que c'est une intelligence ? Ce n'est pas de l'intelligence, c'est du processing, de langage naturel, qui lui est issu de la pensée humaine. Un temps. Jusqu'à ce qu'il y ait un phénomène qui est en train de se produire, beaucoup en ont parlé, Elon Musk et d'autres, qu'au bout d'un certain temps, la masse des informations qui sont sur Internet et qui sont processées et restituées par les algorithmes de langage naturel vont être issues de l'IA elle-même. Et donc ça va être débilitant. On est en train de s'aliéner en réalité. Voilà. Donc l'intelligence humaine, c'est le cœur. Ce n'est que de l'intelligence humaine avec de la capacité de processing, l'IA. Et donc du coup, quand on est dans des situations comme sont décrites ici, on est amené, et dans le sport vient nous chercher parce que le sport, c'est de la performance en incertitude totale. C'est-à-dire on ne maîtrise rien. Alors que nos systèmes éducatifs sont issus du paradigme industrialiste et mécaniste. C'est-à-dire qu'on veut contrôler les choses, on veut incurgiter des connaissances, et tous nos systèmes économiques sont bâtis sur de la rareté de l'information et de la connaissance. Et l'IA, elle vient nous bousculer, parce qu'elle rend le coût de la cognition proche de zéro. Alors du coup, ça vient nous chercher dans notre humanité, dans notre capacité de jugement, dans notre capacité morale, éthique, dans notre capacité d'être en soin les uns avec les autres, avec notre monde, dans notre capacité de nous relier, de faire des arbitrages. Et quand on prend une décision en réalité, parce que l'IA est très mauvaise dans la décision, et le jour où, et ce jour est déjà arrivé malheureusement dans certains endroits un peu tragiques, où on délègue notre capacité de décision à l'IA,
c'est catastrophique. Parce que l'IA ne peut pas avoir un jugement moral. Et donc, en fait, tout ça, ce n'est pas une question d'outils ni de technologie, c'est une question civilisationnelle. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on veut comme civilisation humaine, en fait? Bon, on pourrait élaborer plus. Merci beaucoup, Amine. Jawad, tu as un pied dans le côté business qui peut-être adorera que l'IA accélère les choses, mais tu as aussi un grand pied dans le foot aujourd'hui. Les sportifs, ce que le sport fait. Un petit peu dans ces deux mondes, si je me demande, qu'est-ce qui fait pour toi d'un grand sportif un grand sportif? Je pense que d'abord, je tiens à remercier les Wassila et ses collègues pour l'organisation de cet événement dans un lieu aussi magique. Finalement, on n'a pas besoin d'avoir de grandes salles de conférence pour faire de l'incentive et faire de beaux événements. Bravo en tout cas pour le choix du lieu et merci de m'avoir invité. Manel, pour répondre à ta question, j'essayais tout à l'heure de synthétiser puisque je vois qu'il y a beaucoup de DRH ici et qu'on est dans le monde corporate. Je pense qu'il y a 2 what count factors. Il y a 2 facteurs importants que je vais détailler pour un grand sportif. Un, il faut du talent. Comme d'ailleurs chez un bon manager qu'on va chercher à recruter. Le manager va être recruté par le DRH et chez nous, dans le sport, on appelle ça un directeur sportif, mais c'est exactement la même fonction. Le talent, dans le talent, on va découper ça en 2. Il y a le talent inné, comme chez un manager, quelqu'un qui compte vite ou quelqu'un qui analyse très vite ou quelqu'un qui est capable de maîtriser une fonction, mais qui le fait de manière innée. Et puis, ce n'est pas suffisant. Il y a tout ce qui est acquis. Et donc, cette capacité à apprendre vite, cette capacité à changer de tactique parce qu'on a un nouveau coach. Et donc, ça, c'est de l'acquis. Et bien entendu, ce talent-là ne peut évoluer s'il n'y a pas la bonne attitude. Comme dans le monde corporate, on va chercher un bon manager qui se bat avec tout le monde et qui fout le bordel, on n'en a pas besoin. C'est la même chose dans le sport. On a besoin de la bonne attitude. Dans cette attitude, on va segmenter. D'abord, il y a le hard work. On n'a jamais vu un sportif avec beaucoup de talent arriver là où il est parce qu'il se réveille à 10 heures et qu'il va en boîte la veille et que... Non, ça ne marche pas. Donc c'est du hard work. Et donc la bonne attitude, c'est donc beaucoup de travail. La persévérance. 2 jeunes talents de 15 ans, un va arriver en pro, l'autre n'arrivera pas en pro. Pourquoi? Parce qu'il va falloir se motiver tous les jours, faire encore mieux, travailler plus. Pour ceux qui connaissent, si on parle de Ronaldo, qui est l'un des plus grands joueurs actuels, mais même de tous les temps, quand il fait l'entraînement, quand il finit son entraînement avec tout le monde, il va faire 500 pompes tout seul. Donc on va rajouter du travail, du travail, du travail, et ça va différencier un bon talent ou un bon joueur d'un autre joueur. Alors également, il y a le teamwork, très important en entreprise, très important en équipe. Quelqu'un, quand on va rater une action, celui qui va aller relever son copain sera toujours mieux perçu, aura toujours cette bienveillance dont parlait tout à l'heure Jordan, je pense. Donc, talent et bonne attitude. Et c'est, à mon avis, ce qui va différencier un grand sportif d'un sportif moyen ou d'un sportif qui ne va pas arriver au niveau escompté. Merci pour ça. En fait, c'est très vrai. Et peut-être que je vais rebondir avec toi, Samuel. Toi qui as vu des entreprises en train de former des gens, comment tu vois cette évolution de soi et l'évolution de l'équipe aussi, et le travail ensemble, alors qu'on est dans le monde de j'ai mon téléphone, le remote work, je le fais seul, je n'ai besoin que de moi et de l'IA. Comment tu vois ça? Alors, de plein de façons différentes, sur l'IA et sur le lien social. Sur le lien social, c'est intéressant parce que j'avais été voir en 2018-2019, donc juste avant le Covid, avant qu'on se mette tous à télétravailler, des boîtes qui télétravailler, qui n'avaient pas de bureau et qui n'étaient pas des boîtes de 50 personnes, des boîtes de 1000 personnes, 2000 personnes, qui étaient créées et qui, dès le départ, n'avaient pas de bureau et qui, pour autant, avaient un lien social et un engagement très très fort parce qu'elles avaient retrouvé des rituels. Elles partaient du principe de dire, donc c'était des boîtes tech, le travail il peut être fait n'importe où et on a une confiance dans la capacité à chacun à s'organiser, à se motiver tout seul parce qu'on recrute des gens qui sont autonomes, on a un processus d'organisation, de flux de communication en interne, en asynchrone, qui fait que ça fonctionne. Quand on se retrouve, on ne veut pas travailler, on veut créer du lien. On veut se dire, je passe un moment au restaurant, je passe un moment à faire une activité sportive, culturelle, ensemble. Je crée du lien parce qu'on se connaît et
quand il y aura des trucs compliqués dans le travail, et ben en fait, je saurais que tu m'as pas parlé mal là parce que tu m'aimes pas, mais parce qu'en fait, juste là, c'était pas le bon moment, t'étais pressé, c'était pas le truc. Mais à côté de ça, on sait qu'on se connaît vraiment, on se fait confiance, et on a créé un lien d'humain à humain, au-delà de juste fiche de poste à fiche de poste. Et ça, je pense que c'est très précieux. Et ce qui a été compliqué pour des boîtes qui sont passées en télétravail de façon un peu forcée avec le Covid, c'est qu'on a juste 1000 travail à distance pour une partie des gens, pour ceux qui peuvent télétravailler, et on n'a pas nécessairement repensé réellement l'organisation des rituels, l'organisation des moments dans lesquels on crée du lien. Ça, c'est à mon avis très important. Et sur l'intelligence artificielle, la façon dont ça se transforme, moi, ce que je vois beaucoup en ce moment, c'est des grandes entreprises qui achètent des tonnes de licences Copilot qui sont sous-utilisées, avec des taux d'usage de 20%, et ça coûte très cher, et ça ne fonctionne pas. En parallèle, il y a du Shadow AI, donc c'est des gens qui utilisent des IA qui sont pas forcément recommandé, ou en tout cas pas de la bonne façon. Il n'y a pas d'aspect sécuritaire ni éthique dans l'utilisation de cette IA. Et à côté de ça, on a des gens, et donc ça ne change pas grand-chose. C'est-à-dire qu'on met ça dans les boîtes, il n'y a pas de cas d'usage, il n'y a pas réellement de gain de productivité, de créativité, d'augmentation, il n'y a pas grand-chose qui change dans la boîte. Et à côté de ça, je vois mes amis indépendants ou très tech enthousiastes qui, eux, se sont saisis de plein d'IA dernièrement, d'agents, travaillent avec Claude, pour qui la vie a réellement changé, le travail a réellement changé, parce que ça fait 3-4 ans qu'on dit que le travail va changer avec l'IA, pas grand-chose qui se passe, là il a vraiment changé depuis quelques mois pour certaines personnes. Et donc je vois cette dichotomie entre ceux qui ont été curieux, qui ont vraiment tiré le fil, ceux qui font les 500 pompes après l'entraînement en plus, et ceux qui ne les font pas, qui vont juste se dire ok, bah, j'ai été sur ChatGPT et c'est tout, ça marche pas très bien. Et cette différence énorme. Et donc là, la responsabilité de l'entreprise, c'est de dire non, on embarque tout le monde, on laisse personne de côté dans cette révolution, parce que le vrai risque, c'est que ce soit la prophétie autoréalisatrice. C'est que c'est les personnes qui s'en détournent aujourd'hui, qui, quand demain, si ce n'est pas déjà le cas aujourd'hui, je pense que ça l'est, ce sera un prérequis, seront effectivement laissés pour compte, laissés de côté. Donc embarquer tout le monde, et la meilleure façon de le faire, ce que j'ai vu, c'est de gamifier ça. J'ai vu des boîtes en France qui se disent ok, bah, si tu veux accéder à des outils d'IA, tu peux accéder à tous les outils que tu veux, on te paye les licences, aucun problème. Par contre, il faut que tu suives une formation. Et tu as niveau 1, niveau 2, niveau 3, niveau 4. Et donc, il s'assure que les personnes qui vont débloquer l'accès à une licence sont capables d'abord d'avoir suivi une formation de quelques heures. Donc déjà, elles sont curieuses, elles sont intéressées. Elles vont avoir un contexte dans lequel elles vont l'utiliser de la bonne façon, avec éthique aussi. Et elles vont réellement l'utiliser parce que si elles ont passé 10 heures dessus, c'est qu'elles ont envie de pouvoir faire quelque chose. Et c'est pas juste Copilot, c'est qu'on peut utiliser ensuite du Claude, on peut utiliser pour le marketing, il y avait d'autres outils. Ils utilisent plein de choses, mais ils ont gamifié ça. Et ils ont des taux d'usage de 85%. Ce qui du coup est beaucoup plus intéressant, beaucoup plus rentable. Et effectivement, la boîte progresse un petit peu plus. Et donc le côté gamification, je pense qu'il est très précieux aussi. On est là quand même, en fait, j'avais visité Ben & Jerry's, qui font des glaces, et ils ont cette phrase, moi que j'aime beaucoup, c'est « If it's not fun, why do it ?» Et en fait, je pense que ça, c'est un bon exemple, même un motto de vie qu'on pourrait avoir. C'est-à-dire, pourquoi est-ce qu'on le fait ? Le travail, c'est formidable, c'est la vie. Mais en fait, tout ça n'est que représentation. Si on le fait aussi, c'est parce qu'on y trouve un intérêt, parce qu'on s'éclate dans ce qu'on fait. Et si on veut être bon, et certainement que c'est Greatest of All Time qu'on a vu, ce qui fait la différence aussi, c'est que si je peux travailler plus que les autres, beaucoup plus d'heures et avec beaucoup plus d'intensité, c'est aussi parce que personnellement j'y ai un intérêt et c'est pas juste on m'a dit de faire ça, c'est que non, moi je comprends qu'il y a quelque chose de ludique, quelque chose qui me parle. J'ai trouvé aussi le sweet spot entre ce dont les gens ont besoin et ce que moi j'ai vraiment envie de faire profondément. Et quand on fait ce qu'on aime, on n'a pas l'impression de travailler surtout, et on peut le faire beaucoup plus longtemps avec beaucoup plus d'intensité que les autres, et je crois que c'est ça la clé aussi de cette curiosité insatiable. Merci. Bien, je vais reprendre une phrase que tu as dite avec ce que Ben Jerry disent. If it's not fun, why do it? Jawad, it must have been fun. Parce que tu ne fais pas qu'une chose. On a parlé 15 000 fois. Tu m'as dit, tu sais, moi, le Raja, c'est un truc que je fais parce que j'aime. La passion. La passion. Raconte-nous un peu ce rituel, cette passion, ce future of you. En fait, jeune, j'ai pratiqué le football, bien sûr, dans une autre équipe, dont je tairai le nom. Mais en fait, ce qui est, je pense, le plus motivant, parce que on reste malgré tout dans un football associatif. On en parlera tout à l'heure, mais donc les collègues qui sont avec moi dans le bureau aujourd'hui, on est tous, on fait ça vraiment pour le fun et on le fait ça en plus de notre job. Ce qui est, je pense, le plus marquant, en tout cas le plus enrichissant, c'est quand il y a 60 000 spectateurs qui chantent pendant 2 heures
et que l'équipe gagne à la fin et que tout le monde rentre heureux. Et en général, c'est le week-end, donc lundi, mardi, on a des sourires partout dans la rue et les gens sont très contents de cette performance. Donc donner du plaisir, donner du bonheur, je pense, est le leitmotiv de tous ceux qui s'investissent aujourd'hui dans le sport de manière générale et dans le football en particulier. Merci bien pour ça. Amine, je reviens à ta question un peu plus, philosophique sur le rôle de ce que nous faisons, de ce fun. Est-ce qu'on peut avoir le fun à travers l'IA ou pas? C'est la discussion qui continue à venir. Comment on peut le faire avec la gamification? Si on parle un petit peu de ton côté, de comment tu vois l'IA en amplificateur de qui on est, où est-ce que tu retrouves un petit peu ces discussions qui sont beaucoup plus, on va dire, dans les choses qui se font que les choses qui disent un peu plus qui on est? C'est un mot important, l'amplification. Donc c'est vrai que c'est un amplificateur de la bêtise humaine aussi bien que de l'intelligence. D'accord ? Donc ça peut donner des dystopies ou de l'utopie ou entre les deux. Voilà. Donc en fait, le problème c'est que notre manière d'envisager le travail, elle est très fragmentée. D'accord ? On est formé comme ça. À l'école, tout est fragmenté, c'est disciplinaire, les fonctions sont séparées, les projets communiquent pas entre eux. Il y a des entreprises où on retrouve beaucoup de projets qui sont en concurrence entre eux. Voilà, et ils ne sont même pas au courant, etc. Donc du coup, l'IA vient amplifier ça, cette fragmentation. Mais on peut choisir aussi autre chose, c'est que l'IA peut amplifier la capacité de créativité, la capacité de faire des liens subtils. Parce qu'à pouvoir traiter un grand nombre de données, etc., on peut imaginer ce qu'on appelle des patterns, on peut identifier des tendances qui ne sont pas triviales, qu'on ne pourrait pas voir uniquement en lisant 5, 10, 15 documents. Donc cette question d'amplification, c'est aussi, il y a une phrase mal comprise, c'est qu'on dit que le futur des talents, c'est que l'humain orchestrateur d'IA. Moi, je préfère cette phrase, c'est mal compris, parce qu'on croit que ça va être des humains avec des robots. Non, en fait, c'est l'humain orchestrateur des intelligences. Plus. Et du coup, c'est des intelligences qui peuvent être artificielles, mais c'est aussi beaucoup des intelligences distribuées. On est dans l'ère du collectif, le connectivist leadership. Donc, c'est-à-dire qu'on est beaucoup dans le monde des réseaux, le monde des task force, le monde des organisations qui sont centrées beaucoup plus autour du talent et de la compétence et de l'apprentissage, skills-based, skills-powered organizations. Les organisations basées beaucoup plus sur les projets, ce qui fait que la hiérarchie, le modèle hiérarchique classique, qui est très très bien pour traiter de la rareté d'informations, et pas performant, pas adapté en fait à ce monde. Donc cette question d'amplification, c'est aussi la possibilité de faire travailler ensemble plein de groupes auto-organisés en loosely connected, c'est-à-dire en lien faible. Je pense que ça, c'est une tendance qui va aller de plus en plus dans les organisations, peut-être dans nos démocraties aussi. C'est très intéressant. On parle pas mal donc de l'amplificateur. Si je reviens à ce que tu avais dit, Rosa, un peu plus tôt, c'est qu'on investit beaucoup. 80% des investissements se font dans l'amplificateur. Parlons un petit peu de la base de l'amplification. Donc on est en train d'amplifier nos compétences à nous, on est en train d'amplifier la personne. Comment est-ce que tu vois un petit peu ce monde-là? Est-ce qu'on est en train de travailler sur les compétences? Oui, l'argent n'y est pas encore, mais comment on fait du coup pour amplifier quand même des choses qu'on veut garder, puisque ça peut impacter les démocraties, les environnements, le monde en entier, hein, notre base, notre fondation? Non, je pense pas qu'on soit en train d'essayer de fermer le gap, d'accord? Au contraire. Parce qu'on le voit, comme on l'a dit, dans la formation, mais dans la formation, je veux dire déjà dans les écoles, on n'a pas déjà transformé cette formation dans les écoles. Et c'est de là que va partir la formation. C'est pas seulement dans la formation continue et dans la formation que donnent les entreprises. Donc, il y a déjà une fracture qui est en train de se créer, mais elle est silencieuse, ce qui est dangereux. Donc, parce que maintenant, c'est vrai que l'éducation
je disais, est très importante, mais cette intégration se joue aussi sur l'accès. L'accès qu'on peut avoir au réseau, aux bons environnements, aux expériences internationales, aux organisations qui sont capables de faire grandir ces grands talents. Et on a commenté avant qu'il y avait un problème même dans les fonds de développement, donc qui normalement, par essence, sont des fonds qui doivent prendre du risque. Et déjà, je veux dire, quand tu vas proposer de faire un projet, un fonds sur l'Afrique, déjà, ils te disent oui, attends, mais là, il y a beaucoup de risques. Donc, excusez-moi, vous devez prendre des risques. Donc il y a un risque réel, là, que certains profils s'accélèrent et que d'autres restent à l'arrière. Et c'est vrai que, tu vois, déjà aux États-Unis, il y a un pourcentage important de personnes qui pensent qu'elles ne vont pas avoir leur place dans 5 ans. Et ça, c'est très important, parce que ce n'est pas seulement un problème économique, c'est un problème aussi psychologique. Donc, si les gens pensent qu'ils n'ont pas de place dans le futur, c'est vraiment un grand problème. Donc il faut accompagner cette transition, il faut aider justement à ce talent, et ce talent en général, parce que, donc, on a tendance de penser à talent au niveau, mais je pense que c'est en général à faire cette transition. Et on est très loin et on est déjà en retard. Merci. Abdou, je reviens vers toi parce qu'on a parlé de recrutement, on a parlé de ce que c'est que le talent. On sait que l'investissement dans le talent n'est pas aussi important. Aujourd'hui, comment tu vois, toi, de ton côté, l'importance de construire ce talent? Comment est-ce qu'on pourrait convaincre un investisseur de se dire non, il est temps de mettre beaucoup plus d'argent dans la personne, enfin de comment la personne utiliserait peut-être l'IA que dans l'IA lui-même? Comment tu vois ces choses de ton point de vue business, Africa, global? Du point de vue business, je pense qu'aujourd'hui, c'est vrai que on parle énormément de l'IA, des investissements de l'IA. On ne parle pas réellement de comment l'IA, sur le terrain, peut transformer la performance, que ce soit de l'entreprise ou en tout cas la qualité de l'humain. Et c'est là où on a un travail important à avoir pour justement permettre une adoption beaucoup plus intelligente de l'IA au sein des entreprises, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on a différentes catégories. On a des gens qui voient l'IA comme une méga menace, qui en ont peur, qui ne font rien. On a d'autres qui vont et effectivement investissent dans de la méga technologie parce qu'ils pensent que c'est ce qui va changer, alors qu'en fait, il faut surtout avoir une approche où on montre de manière progressive et en changeant les mindsets, comment l'IA va transformer le mode de travail, comment l'IA va apporter de la valeur au sein de l'entreprise. Et effectivement, la question de la gamification est essentielle. Nous, en introduisant l'IA, on a d'abord commencé par pousser les jeunes à faire des petits concours de créativité, de recherche, en les laissant libre cours à leur imagination. Et progressivement, on a introduit certains outils qui permettent de faciliter les choses avec des use cases. Ce qui permet de faire comprendre, parce qu'il y a une vraie résistance aussi au changement, de faire comprendre ce que l'IA va apporter. Et progressivement, on se rend compte que, effectivement, je pense que c'est toi qui le disais, le taux d'adoption devient de plus en plus important, parce que tu utilises les mécanismes qui sont compréhensibles par les jeunes. Tu ne viens pas l'imposer. Et quand tu l'imposes, et oui, on l'a vu, nous, les bureaux qui ont pris X licences Copilot, qui l'ont installé à tout le monde, se rendent compte que, bon, finalement, les gens ont leur licence Copilot, mais utilisent ChatGPT parce qu'ils ont été plus à l'aise. Ils n'aiment pas Copilot, ils n'ont pas été formés, on ne leur a pas appris ce à quoi ça sert. Par contre, si progressivement on l'insuffle, on le distille de manière assez intelligente et avec ces mécanismes qui sont les mécanismes de la Gen Z aujourd'hui, la gamification, effectivement, quand on dit have fun, bon, c'est la réalité. Nous, on dit souvent work hard, play harder, parce qu'effectivement, il y a cette volonté de
d'avoir un work-life balance, de faire des choses qu'on aime. Donc il faut pouvoir l'utiliser de manière assez intelligente. Donc ça, c'est un premier élément. Le deuxième élément, c'est aussi notre rôle à nous, en tant que consultants, de pouvoir accompagner les organisations sur des use cases bien précis pour montrer comment utiliser de manière progressive cette IA et qui permettent de réellement en tirer profit sur ne pas l'utiliser juste parce que bon, c'est un effet de mode, mais l'utiliser parce que c'est réellement utile, ça apporte de la valeur et que ça transforme. Et c'est là où aussi on doit avoir plus d'actions, que ce soit auprès de nos clients, que ce soit auprès des systèmes éducatifs, pour pouvoir voir comment faire cet équilibre entre le full IA et l'introduction progressive des outils qui sont utiles à nos jeunes et qui sont utiles à nos organisations. Merci Samuel. Peut-être que je vais revenir vers toi puisque tu as commencé toute cette discussion et que c'est toi un peu qui nous a lancé. Aujourd'hui, tu vois, il y a plusieurs discussions autour de la thématique, n'est-ce pas? On parle d'abord du mouvement, de la transformation de soi, de comment on peut utiliser l'IA, du fait qu'en fait, on ne transforme pas le travail, on se transforme nous. Si tu veux nous laisser avec 2-3 mots sur cette thématique-là, et peut-être vous pouvez vous préparer parce que je viens vers vous tous, hein, vous tous. Mais qu'est-ce que tu dirais un petit peu sur cette thématique de The Future of Work et des 2 jours de mouvement qu'on va avoir ensemble, que tu as déjà commencé un petit peu avant? Je dirais que la meilleure façon de prédire l'avenir, c'est de le créer, et qu'en fait, il ne faut pas attendre que ça nous tombe dessus, peu importe le poste qu'on a. C'est pas juste les DRH, les dirigeants qui vont insuffler le futur du travail. C'est l'ensemble des personnes qui entendent un podcast, voient un documentaire, écoutent une conférence, lisent un bouquin, se disent ça serait intéressant de faire ça, j'ai envie de transformer la façon dont je travaille. Et si on a créé dans l'organisation l'espace dans lequel chacun se sent à l'aise pour prendre des initiatives, et c'est véritablement ça l'entreprise de demain, en fait, on va s'intéresser à ce que chaque personne dans l'organisation soit capable d'amener sa graine, de dire c'est comme ça que nous on veut faire le futur du travail demain, testons-le et puis on verra dans un mois comment ça se passe et est-ce qu'on arrivera à le généraliser. Mais ça vient de partout, il faut la seule compétence à mon avis qui relie tout ça, c'est la notion de curiosité, c'est de tirer le fil. Dès que j'entends un truc que je ne connais pas, ce qui va faire la différence, c'est celui qui va aller faire la recherche, qui va poser la question et qui va pas se dire non je vais passer pour un con. En fait non, mais qui va réellement dire moi je sais pas, je pose la question et je vais rentrant ce soir aller creuser, tirer le fil, cliquer sur le lien et puis en fait aller vraiment tester tout ça. Et c'est ça qui fait la différence entre ceux qui vont suivre le mouvement quelques mois après et ceux qui vont être les pionniers, les précurseurs et c'est ça qu'on veut faire aujourd'hui. Merci beaucoup Samuel. Rosa, comment vois-tu ce Future of Work, ce Future of Flux? Moi je voudrais parler sur le mouvement du talent justement et mouvement du talent africain. Il y a un problème de narrative important. Okay, l'Afrique est racontée à travers des voix qui ne connaissent pas vraiment l'Afrique. On ne voit pas trop d'Africains raconter ce qui réellement est en train de se passer et qui est extraordinaire, les changements qu'ils sont en train d'avoir. Mais on ne les connaît pas. Et donc c'est très important pour ce mouvement de talent, pour ce mouvement de capital aussi, qui est cette narrative qui se crée, mais qui soit racontée par les Africains et qu'on ne voit pas l'Afrique comme un bloc, parce que l'Afrique, c'est 54 pays qui sont très différents. Et donc pour moi, le mouvement de talent, le mouvement de capital doit être lié à cette narrative qui est très importante. Merci beaucoup Rosa. Amine, je vais aller dans l'ordre. Avec quoi tu nous laisseras ce matin, j'allais dire ce soir, hein, j'ai l'impression qu'on a passé la journée ensemble, mais avec quoi tu aimerais nous laisser pour se rappeler de quelles sont les dimensions auxquelles tu voudrais qu'on réfléchisse dans ces 2 journées qui viennent? Moi je pense que ceux qui ont travaillé sur les compétences transversales du futur, qui vont être vraiment importantes dans le monde vers lequel on se dirige, il faut vraiment qu'on y réfléchisse dans nos systèmes éducatifs, dans nos modes d'organisation et dans notre faire société. Et donc c'est vraiment l'intelligence éthique, se reconnecter au commun, c'est-à-dire comment est-ce qu'on veut vivre ensemble. Et l'Afrique et les traditions africaines sont riches de ça. C'est aussi la capacité du lien. Aussi, le continent africain est porteur de beaucoup de sagesse. Ubuntu, en Afrique australe, un peu partout dans le soufisme africain, on retrouve dans beaucoup de traditions cette capacité du lien,
cette capacité de se connecter, de travailler aussi pour quelque chose qui est plus grand que soi. Et aussi la capacité du soin. Je pense que les gens vont être de plus en plus dans du désarroi, dans un grand stress. Et vous prenez un mental égal, quelqu'un qui agit à partir d'un lieu de confiance et quelqu'un qui agit à partir d'un lieu de peur, ça ne va rien donner. Ça ne va pas du tout donner la même chose. Donc c'est vraiment se connecter à notre humanité et se rappeler que notre humanité, c'est la conscience. Ce n'est pas le processing power, ce n'est pas le calcul. Voilà. Et donc c'est un énorme défi. Alors, je ne tombe pas du tout dans un afro-romantisme, Afrique Rising, magnifique, tout va être beau. Non, non, c'est pas très compliqué quand même. L'IA est quand même éduquée sur des datasets qui sont majoritairement occidentaux. Donc il faut une IA by and for Africa. Bon, ça c'est un autre sujet. Mais voilà quelques pistes. Merci Amine. Abdou. Oui, deux éléments pour conclure. Le premier, et je rebondirai sur ce que disaient Rosa et Benlemleh, aujourd'hui, on voit de plus en plus, et c'est le dividende démographique, que les emplois sont en train de migrer du nord vers le sud. Hein. On le voit dans toutes nos structures, on est en train de monter de grosses delivery plateformes sur le continent africain. Avant, c'était l'Inde, maintenant, c'est l'Afrique, parce que c'est là où il y a la démographie. Donc, on le voit aujourd'hui, on a plus de 30 000 postes de consultants qui sont basés au Maroc, qui travaillent sur le reste du monde, parce que tous les grands cabinets ont installé des delivery plateformes. Ça veut dire que le gap en termes de transformation de nos ressources humaines pour être adapté à ce monde global doit se combler rapidement. Parce que si on veut vraiment tirer profit de ce dividende démographique, il faut qu'on se transforme, que nos organisations se transforment, que notre système éducatif se transforme, que nos sociétés se transforment pour pouvoir justement s'adapter à ces nouveaux outils et pouvoir répondre à la demande des pays du Nord. Et ça, c'est une responsabilité. C'est un mouvement qui, pour moi, va déterminer aussi ce futur of work, parce qu'on va avoir de plus en plus de gens qui n'ont jamais mis les pieds en Europe ou au Moyen-Orient et qui vont travailler pour ces pays en étant basés au Maroc, en Côte d'Ivoire, à Madagascar, etc. Donc ça, c'est un élément important. Et il va falloir que nos pays, nos pouvoirs publics, nos politiques publiques, ainsi que notre secteur privé s'embarquent dans le mouvement. Donc ça, c'est la dynamique globale, macro. Maintenant, sur la question de l'individu, pour moi, il y a un élément fondamental qui va déterminer ce mouvement et le futur. C'est le mental. Aujourd'hui, on a besoin de gens qui ont un mental fort, qui savent s'adapter, qui savent désapprendre, qui savent arriver dans un monde du travail, se rendre compte que ce qu'ils ont appris pendant 10 ans est faux ou en tout cas ne leur sert plus à rien, mais s'adapter quand même pour travailler et pour continuer à vivre. Donc ce mental-là est extrêmement important dans le monde du futur, parce que c'est vrai que ça peut être déprimant de savoir qu'on a fait des études pendant des années et que finalement on a Claude ou quelqu'un d'autre, ou qu'on va appeler d'un autre nom, qui a tout, et qu'en quelques secondes il te sort quelque chose que tu pensais dont tu pensais faire ton gagne-pain quotidien. Donc ce mental est extrêmement important pour moi, et peut-être que ça va être un des éléments très important dans les recrutements futurs. Merci. Last but not least, Dir Jawad. 1 minute 5 secondes. Vas-y, sois fou. Non, simplement, moi je vais être un peu plus positif. Moi je pense qu'il ne faut pas avoir peur de l'IA. L'humanité n'en est pas à sa première révolution. Quand on voit un peu l'histoire à travers les millénaires, il y a eu plusieurs révolutions. La première révolution industrielle, la deuxième révolution industrielle, la révolution numérique. Moi, ça me rappelle un peu, Diop, les Y2K. On disait en 2000, le 1er janvier, il se passera quelque chose. La Terre va être tournée ou elle va tourner dans l'autre sens, et finalement, il ne s'est rien passé. Par contre, il faut accompagner le mouvement. Ah oui, beaucoup de milliards, beaucoup de start-up. Bon, il y a des gens qui ont gagné de l'argent au passage, mais en tout cas, on devra s'adapter. Des métiers vont disparaître. Je regardais quelques émissions qui disaient que faire 10 ans de médecine, et pour faire un diagnostic juste, la machine, ou Chat ou Claude, avait un taux de réussite dans la détection du bon
traitement ou de la bonne maladie beaucoup plus rapidement. Donc ça veut dire que des métiers vont disparaître ou seront réajustés et d'autres métiers vont apparaître. Mais je pense que la conscience, l'intelligence humaine, l'humanité, l'être humain fera en sorte que, bien entendu, il y aura quelques problèmes à régler, mais on sera toujours là et encore dans quelques millénaires, je pense, sur Terre, et que par conséquent, il n'y a pas lieu de s'alarmer. L'adaptabilité, et peut-être former des gens capables de s'adapter plus que former des gens qui maîtrisent des techniques et qui sont... voilà, ce serait ça mon message. Merci beaucoup, merci mes chers panélistes, mon cher public. Voilà un petit peu le début de ces 2 jours. Beaucoup de thèmes à réfléchir, beaucoup d'adaptation, beaucoup de flexibilité, beaucoup de soi-même. Je vous remercie encore une fois. Bravo, merci bravo beaucoup. À tous les panélistes. Merci Manel. Que de brillantes interventions, s'il vous plaît. Restez avec nous pour la photo de famille. Voilà.